Les molécules thermoluminochromes, vous connaissez? Non? Ce sont des molécules, comme moi, qui changent de fluorescence selon la température. Ça, c'est moi, Cu4, I4, pyridine 4 fois. Je suis un complexe formé de 4 atomes d'iode, 4 atomes de cuivre et 4 ligands qui sont des pyridines et qui sont liés à mes cuivres. Pour récupérer mes cuivres, faut partir de CuSO4. On l'appelle aussi le sulfate de cuivre. Ce composé est mis en présence de dioxyde de soufre pour réduire le cuivre 2 en cuivre 1. Après c'est facile, le cuivre 1 est ajouté à une solution de iodure de potassium, donc Ki, pour obtenir CuI, qui constitue la base de ma structure. Il n'y a plus qu'à mélanger CuI avec de la pyridine, et bim, me voilà. Vous remarquerez ma structure de type cubane. Nous les cubanes, on est tous composés d'un cœur central cubique. Par contre, le mien est un peu distordu, mais vous allez voir, c'est pas bien grave. Au sein des cubanes, ma particularité à moi, c'est ma luminescence. D'ailleurs, je suis surtout capable de thermoluminochromisme réversible. En fait, suite à une variation de température, ma couleur est modifiée parce que mon spectre d'absorption l'est. Ce qui se passe, c'est qu'à température ambiante, je me dilate et j'émets dans le jaune, alors que quand il fait froid, aux alentours de moins 196 degrés Celsius, je suis toute contractée et j'émets dans le bleu. Cette dilatation thermique a un gros effet sur moi car je suis constituée de liaisons de coordination qui sont moins fortes que des liaisons covalentes classiques. Donc du coup, les longueurs de mes liaisons varient avec la température. Or mon énergie est corrélée à mes distances cuivre-cuivre sous forme de puits de potentiel. À la lumière naturelle, je suis dans l'état fondamental. Par contre, en présence d'ultraviolet, je vais accéder par transfert de charge à un niveau vibrationnel d'énergie supérieur. Mais comme tout composé, bon, à quelques exceptions près, par exemple il y a l'azulène, je reste pas très longtemps excitée lorsqu'on m'apporte de l'énergie. Je veux bien la garder un peu pour moi, quelques temps, mais au bout d'un moment, il faut bien que je la restitue. Et tout ça se passe très vite. C'est des phénomènes de l'ordre de la nanoseconde, voire de la picoseconde concernant la fluorescence, et de la milliseconde lorsqu'il s'agit de phosphorescence. Donc quel que soit le niveau excité que je vais atteindre, je vais commencer d'abord par libérer spontanément de l'énergie par relaxation vibrationnelle très rapide, jusqu'à atteindre mon état excité de plus basse énergie, qui est le niveau V' égale 0. La loi de Kasha est le nom que l'on donne à ce comportement. C'est à partir de cet état que je vais libérer le reste de l'énergie que j'ai à perdre pour atteindre mon niveau fondamental. J'émets alors de la lumière puisque j'émets un photon d'énergie EM pour énergie d'émission inférieure à l'énergie que j'ai absorbée. Si on résume tout ça, c'est la luminescence. Maintenant, si on décide de comparer mon spectre d'émission et mon spectre d'excitation, on va observer un écart en énergie entre ces deux longueurs d'onde. On appelle ça le déplacement de Stokes et il peut être plus ou moins important suivant le composé qu'on regarde. Bon du coup, à température ambiante, j'accède par irradiation à un niveau triplet de spin nommé 3cc pour émettre ensuite par phosphorescence un photon d'énergie E-amb, amb pour température ambiante. Quand je suis refroidie à moins 196 degrés Celsius, ça c'est la température de l'azote liquide, va y avoir mes liaisons cuivre-iode qui vont se raccourcir alors que les liaisons cuivre-cuivre, elles, vont s'allonger. Ça veut dire que du coup, elles ont une constante de raideur plus faible qu'à température ambiante. Dans ce cas, le puits de potentiel pour décrire mon état excité va être moins étroit et d'énergie supérieure à celui précédemment décrit. Dans de telles conditions, mon niveau excité est plus élevé en énergie et du coup c'est pareil pour l'énergie des photons que j'émets quand je suis refroidie à la température de l'azote liquide. Ils vont avoir une énergie E azote plus élevée. C'est pour ça qu'on m'appelle thermoluminochrome, parce que la longueur d'onde de la lumière que j'émets va dépendre de ma géométrie. En plus, cette géométrie est directement liée à la température à laquelle je suis exposée. Quand je suis mise sous UV, je suis bleu-violette à moins 196 degrés Celsius et plutôt jaune à température ambiante. Finalement, quand on me réchauffe, ma longueur d'onde d'émission va diminuer et on peut observer cette évolution via un spectrophotomètre non thermostaté. Bon là, je vous ai tout expliqué avec des pyridines comme ligand, mais on peut décider de les remplacer par d'autres ligands et dans ces cas-là, on peut jouer sur mes couleurs d'émission. Je peux vous montrer quelques exemples à température ambiante. La pyridine avec un groupement méthyle, avec un groupement phényl et avec un groupement méthyle mais pas sur la même position. Dans ces cas-là, vous avez une idée de pourquoi ces modifications ont lieu ? On pourra par exemple avoir un effet inductif plus ou moins donneur selon le ligand qui va alors augmenter l'énergie des orbitales pi-étoiles mises en jeu dans le processus d'émission. Dans ce cas, on va rapprocher la HO et la BV de telle sorte que l'émission est plus ou moins décalée vers le rouge en fonction du ligand.
Sinon, on se revoit dans le prochain épisode pour vous expliquer tout ça et vous montrer. Ciao!